Bonjour, vidéo hors série, c'est les vidéos que je fais dans mon bureau à la direction du département à Tours. C'est la numéro 12 et ce sont des vidéos souvent de réactions un peu à chaud, un peu impromptues à des choses qui circulent. Et là, en l'occurrence, je vais parler très mal, très maladroitement, un peu en vrac, d'un sujet sur lequel je travaille et qui me préoccupe depuis très longtemps, mais sur lequel je n'ai jamais écrit des choses formalisées en termes de recherche ou en termes vraiment d'analyse approfondie. Mais voilà, des réflexions un peu à droite, à gauche, des rectificatifs que j'ai dû faire très régulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans mes cours. Et c'est autour de la question des traducteurs automatiques. Alors je vous explique dans quel contexte je réagis. J'ai été tagué sur Twitter il y a quelques instants, il y a une heure peut-être, autour à la suite en fait d'un fil, d'un thread de Hieronymus Parisiensis, hein, qui n'est pas quelqu'un que je suis, je crois, mais j'ai été tagué par ma collègue et amie Corinne François Denève qui a dit DeepL est impressionnant, mais on appelle notre spécialiste Guillaume Singal. Alors, je ne suis pas spécialiste de DeepL, mais c'est vrai que je rumine pas mal et je ressasse pas mal sur ce sujet. Donc, je vais vous lire quand même le tweet de départ, les quelques tweets de départ, hein. L'idée qu'il puisse être intéressant d'apprendre une langue étrangère quand on vit dans un pays monolingue ne va déjà pas de soi, mais avec les prothèses électroniques genre DeepL, cela devient presque une perversion. Je parie que 60% de nos élèves ne voient absolument pas l'intérêt de se prendre le chou à travailler en langue, puisqu'il suffit de sortir son smartphone pour tout traduire dans tous les sens, et je les comprends un peu même si ça m'afflige. Une bonne partie de la triche massive là où je bosse fonctionne là-dessus, même les exercices d'expression-réflexion. Les gamins écrivent leurs trucs dans DeepL en français, appuient sur le bouton et hop. Encore une fois, je comprends un peu. Je viens de voir dans le train une trentenaire qui écrivait un mail pro en espagnol. Elle tapait tout dans DeepL et recopiait. Par conséquent, je parie que la part de l'enseignement des langues, déjà très limitée, 2 heures par semaine pour chacune des 2 langues obligatoires au lycée, peut encore diminuer. Genre une seule langue et encore pas jusqu'au bac. Alors ça, c'est les combien 5 tweets de Hieronymus Parisiensis. Il y a eu plusieurs réactions de plusieurs personnes, dont beaucoup d'ailleurs qui sont des gens avec qui j'ai des interactions régulièrement sur Twitter. Je veux tout d'abord sortir totalement ce tweet du contexte enseignement des langues en France et enseignement du secondaire qui est un problème à part et très important, juste simplement pour faire remarquer que dans l'enseignement des langues au collège et au lycée, il y a toute la question de la compréhension orale, de la performance orale, etc., qui n'aura de toute façon jamais aucun rapport avec la question des traducteurs automatiques. Donc, de fait, DeepL peut poser un problème sur la nécessité de faire comprendre la pertinence, l'utilité, la nécessité des exercices de compréhension écrite et d'expression écrite. Et c'est bien d'ailleurs sur ce plan-là que se situe l'intervention du ou de la collègue ici. Donc moi je veux parler des traducteurs automatiques et je veux expliquer d'où j'en parle. J'en parle en tant qu'enseignant de traduction, de traductologie, mais aussi en tant que traducteur moi-même. Et en 2012, j'ai commencé à enseigner un cours, donc ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans. En 2012 et pendant 5 années, j'ai enseigné, ou 6 années même d'ailleurs, j'ai enseigné un cours de première année qui était un cours magistral extrêmement pénible qui s'appelait documentation, dans lequel j'essayais de montrer à des étudiants de première année d'anglais, de langues étrangères appliquées et de droit langue un certain nombre d'outils, comment on se sert d'une bibliographie, comment on se sert du catalogue d'une bibliothèque, comment est constituée la bibliothèque universitaire. Tout ça sous la forme d'un cours magistral pour économiser de l'argent, alors qu'évidemment c'était des TP qu'il aurait fallu, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, parmi les différents sujets dont je traitais dans ce cours, il y avait la question du plagiat, comment éviter le plagiat, comment est-ce qu'on fait une recherche, comment est-ce qu'on prépare un exposé, bon, il y avait plein de choses comme ça. Et il y avait plusieurs séances, 2 séances sur les dictionnaires, les outils lexicographiques et sur les outils de traduction automatique. Et ce qui était très intéressant en fait pour moi en faisant ce cours, c'est que chaque année je renouvelais mes exemples et ça m'a permis de voir tout d'abord l'apparition de DeepL, puisqu'au début je le faisais sur Google Traduction, Google Translate, Bing et Reverso. Ça m'a permis de voir l'amélioration de ces outils, et notamment Google Traduction ou Google Translate s'est énormément amélioré au cours des 15 dernières années. Et depuis quelques années, on s'est mis à employer assez massivement aussi DeepL comme outil de traduction automatique gratuit. Et je précise là encore qu'on ne parle que des outils de traduction gratuits. Il y a des logiciels de traduction professionnels payants qui sont souvent ciblés par exemple en traduction juridique, et qui là sont censés être beaucoup plus performants. Moi, je veux juste partir du point de départ de ce tweet qui est actuellement DeepL est tellement performant qu'il rend inutile
ou qu'il semble rendre inutile l'apprentissage des langues étrangères. Alors, outre que être compétent en langues étrangères, ça ne doit pas seulement permettre de lire des textes et de les comprendre directement sans passer par un traducteur ou de produire soi-même des textes, c'est aussi lié à des questions d'interaction sociale, c'est lié à des questions de compréhension orale ou d'expression orale. Et donc ça, évidemment, sur ces trois compétences, donc sur trois des cinq grandes compétences de langue vivante, les traducteurs automatiques ne peuvent rien. Donc ça, c'est déjà une manière aussi de répondre à la question de l'apprentissage des langues. Sur les deux questions des compréhensions écrites et expressions écrites, là, on peut effectivement commencer à se demander ce qui se passe. La question prend parfois aussi la forme de l'utilité, la pertinence, la durabilité du métier de traducteur. Et c'est aussi évidemment une question très importante. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces choses-là, qui travaillent sur les intelligences artificielles et sur les traducteurs automatiques. Je n'ai pas du tout la prétention d'être aussi compétent que ces personnes-là. Je veux juste faire part de quelques remarques à force de travailler là-dessus. Alors, il me semble, et c'est vraiment quelque chose de très pensé, de très élaboré, parce que c'est vraiment le bilan de 10 années de pratique et d'expérimentation en ce sens, hein, d'un point de vue pédagogique, mais aussi d'un point de vue plus lié à des thématiques de recherche ou de traduction professionnelle, que un outil comme DeepL, à supposer qu'il soit très performant, on va dire qu'il l'est, il n'est pas très performant en fait, mais bon, un outil comme DeepL, à supposer qu'il soit performant, va être utile pour deux catégories de personnes, principalement. Les personnes qui n'ont aucune espèce de compétence dans la langue, dans une des deux langues, la langue qu'ils veulent traduire ou dans laquelle ils veulent traduire, et ça c'est une expérience qu'on peut tous faire. Si demain je dois envoyer un mail à quelqu'un qui ne parle qu'italien et que, je sais pas, je loue un appartement pour des vacances en Italie et la personne me dit seulement italien, je ne parle pas un mot d'anglais, etc. Bon, bah, effectivement, je vais certainement rédiger un mail en anglais, l'envoyer probablement, mais je vais quand même m'assurer d'avoir fourni une version italienne. Et si j'ai pas d'amis italiens ou italophones sous la main pour vérifier ce que j'ai écrit, je vais le passer dans DeepL. Et si j'ai fait des phrases en anglais suffisamment standard, suffisamment simples, eh bien, je me dis qu'effectivement, cet italien un peu robotisé, un peu automatisé, devrait suffire à ne pas lever des malentendus, en espérant bien sûr que ce soit le cas, parce que des malentendus peuvent se nicher dans des choses très simples. Donc ça, c'est là le cas de la compétence de quelqu'un, moi, qui n'a aucune espèce de compétence en italien. Je vais utiliser DeepL parce que j'ai aucune compétence en italien. De même, si je veux lire un article, et ça m'arrive, hein, je veux lire des articles écrits en néerlandais ou écrits en polonais sur un sujet qui m'intéresse, et effectivement, on va dire qu'en néerlandais, à la rigueur, je réussis à comprendre deux, trois trucs. En polonais, je n'identifie rien du tout. Si je passe dans DeepL vers l'anglais, je reviendrai d'ailleurs là-dessus, et pas vers le français, va sortir un texte qui va être, selon les cas, entre 40 et 80% compréhensible et qui va me permettre d'accéder normalement à une partie des informations, à une partie de l'argument. Donc quelque chose de nettement supérieur à ce que j'aurais compris par moi-même. Néanmoins, j'insiste bien, dans le meilleur des cas, j'ai bien conscience en lisant l'article que je n'ai pas 100% du sens des informations et de l'argumentation qui me sont transmises. Dans un certain nombre de cas, un certain nombre d'informations me sont transmises de façon fiable, mais l'argument ou les arguments qui entourent ces informations, lui, devient nettement plus opaque. Donc on voit quand même qu'on a toute cette question-là. Une autre question, c'est par rapport à l'anglais. Google Traduction, c'est évident, est beaucoup plus performant d'une langue X vers l'anglais ou de l'anglais vers une langue X. DeepL, un petit peu moins, il travaille beaucoup mieux en pyramidage entre des langues A et B dont aucune des deux n'est l'anglais, mais il reste quand même très perfectible de ce point de vue-là. Donc il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire ce sont des outils qui sont surtout très pratiques pour des gens qui ont des compétences en anglais en fait. Donc déjà pour nous francophones, apprendre l'anglais pour utiliser ces logiciels de traduction n'est déjà pas dérisoire. Euh, il y a un autre aspect qui est vraiment essentiel, donc je disais une catégorie. Première catégorie de personnes pour qui les logiciels de traduction automatique sont très utiles, les gens qui n'ont aucune compétence dans une des deux langues, de l'échange linguistique en quelque sorte. L'autre catégorie, c'est les personnes qui sont extrêmement compétentes. Des gens qui sont quasiment bilingues ou bilingues, qui ont des compétences quasiment égales dans les deux langues, qui ont aussi acquis des compétences réflexives, c'est-à-dire qui savent traduire, qui n'ont pas besoin d'un logiciel de traduction pour traduire, peuvent gagner énormément de temps avec ces logiciels-là. Donc ça, c'est un autre point. Des personnes qui sont entre les deux, soit sont capables de produire elles-mêmes des contenus
assez rapides et cohérents à partir de leur explicitation, soit n'en sont pas capables, mais ne seront pas capables non plus d'évaluer les erreurs d'un logiciel de traduction. Et c'est vraiment le point focal. Je disais tout à l'heure que des personnes qui ont un niveau équilibré, un niveau égal dans les deux langues, on va dire une maîtrise quasi parfaite, C2, C2+, des deux langues en présence, pour une personne comme ça pourra gagner énormément de temps parce que la sortie brute de DeepL va être immédiatement identifiée par rapport à tel contresens, telle erreur, telle tournure qui n'est pas idiomatique et qui pourra être substituée, mais grosso modo, ça aura sorti une copie en quelques secondes, qui est presque une sorte de canevas de départ de travail. Bon, c'est malgré tout pas comme ça qu'on travaille quand on traduit vraiment, quand on traduit bien, parce que ce canevas de départ, il fait une sorte de premier lissage qui influence en fait, qui est susceptible d'influencer le travail du traducteur ou de la traductrice. Donc c'est pas non plus idéal. Mais on va dire que dans cette hypothèse-là, oui, il peut y avoir un gain de temps, il peut y avoir une utilisation. Mais ça ne fonctionnera en fait que dans une association de l'intelligence artificielle et d'un humain qui a des compétences en fait supérieures dans la finesse d'appréciation linguistique, supérieures à celle de la machine, supérieures à celle de l'intelligence artificielle, pour aller affiner le travail, pour aller surtout corriger toutes les erreurs. C'est comme ça que travaillent un certain nombre de boîtes. Hein. De par ce que je sais, ça fait plusieurs années qu'Amazon, par exemple, utilise des traducteurs qui sont en fait des rédacteurs, qui sont des correcteurs de sorties brutes de traduction. Voilà, donc ça c'est vraiment un point très important que je voulais souligner. Dernière chose par rapport à ces traducteurs, revenons sur la performance. DeepL est performant. Oui, DeepL est performant à condition que vous lui donniez un texte propre. Parce que dans les arguments qui sont avancés dans le tweet, il y a les gens écrivent, nos élèves écrivent des trucs en français et ça traduit. DeepL, comme Google Translate, sont capables de corriger un certain nombre d'erreurs de français. C'est-à-dire, si vous écrivez une phrase erronée avec des fautes de français, il sera capable de traduire avec en anglais par exemple, dans un anglais dénué de fautes. Mais il arrive évidemment que certaines fautes de français empêchent l'intelligence artificielle de comprendre ce que vous avez vraiment voulu dire et du coup par conséquent génère une traduction erronée. Donc il y a ça aussi, il faut que le texte de départ, le texte qui est saisi dans la fenêtre de gauche, le texte d'entrée, les inputs en quelque sorte, soit de bonne qualité, ne soit pas erroné, ne soit pas confus, ne soit pas fautif. Donc ça, c'est quand même un point quand même très important, même si ces intelligences artificielles ont beaucoup progressé au cours des 10 dernières années là-dessus. C'est typique de Google Trad. Google Trad, en 2012, on lui sortait une phrase mal ponctuée avec deux, trois confusions, ça, c'est dit A, S, A, par exemple. C'était la panique à bord, il n'arrivait à rien faire. À partir de 2016-2017, on a vu 2016-2017, on a vu des énormes améliorations de Google Trad là-dessus. Et DeepL aussi est capable de faire ça. Mais ça n'est pas encore parfait. Autre chose aussi par rapport à cette question-là, il faut que les textes soient les textes relativement standards. Standard, ça ne veut pas forcément dire notice de médicaments, recette de cuisine ou roman goncourisable, ça ne veut pas forcément dire ça. Moi, j'ai fait très souvent le test, et c'est là où je peux m'autoriser d'une véritable expérimentation et d'une véritable expérience, une véritable compétence. On montre à des étudiants qui ne s'attendent pas vraiment à ça, on met un extrait d'un roman, par exemple d'un roman tout à fait mis en avant comme un roman classique presque, soit d'un auteur contemporain vivant, soit d'un auteur plus ancien, et on regarde un petit peu en français par exemple, et on voit quelle est la sortie DeepL, et la sortie DeepL, elle est propre à, en grande partie, c'est tu sors une copie qui obtiendrait peut-être 13 ou 14 en troisième année de fac en anglais. Donc quelque chose de correct. Si vous saisissez soit de l'anglais vers le français, soit du français vers l'anglais, un texte de chanson, c'est nettement moins bon. Si vous entrez un texte de chanson qui contient énormément d'éléments argotiques, d'éléments néologiques, etc., typiquement vous mettez un texte de Weshden, d'Aya Nakamura, de Gambi, Maître Gims, etc., dans DeepL, il s'en sort encore moins bien. Donc ça veut dire que la standardisation, c'est pas forcément ce qui est le plus fréquent. Ça veut dire que par exemple, c'est très peu utile pour quelqu'un qui est compétent vraiment en anglais et en français de passer par un traducteur automatique pour traduire des dialogues de films. Les dialogues de films, ça va beaucoup plus vite de les traduire directement à la volée en fonction du contexte, en interprétant au fur et à mesure les relations entre les personnages et le contexte, parce que très souvent, le contexte, ce qu'il y a à l'image,
notamment, et qu'aucune IA ne peut à ce jour analyser, donne des éléments de contextualisation qui influencent sur la traduction, sans parler de la question des niveaux de langue, des registres, etc. Donc ça veut dire qu'en fait c'est très facile de trouver des textes qui font planter, qui font bugger DeepL. Et c'est quelque chose que nous, enseignants de traduction, on sait faire, c'est-à-dire aller chercher des textes, soit pour les préparations qu'on donne à nos étudiants, soit pour des travaux. Alors évidemment, le maintien d'épreuves sur table surveillées sans aucun outil permet de garantir le fait qu'il n'y a pas évidemment de consultation de ces outils-là. Mais indépendamment de ça, on est tout à fait capable d'aller chercher des textes, soit de thèmes français-anglais, soit de versions anglais-français, qui font un petit peu ramer ces logiciels de traduction automatique et qui font que nos meilleurs étudiants sont capables, tout seuls, toutes seules, de mieux traduire que l'intelligence artificielle. Et c'est bien à ça qu'on veut aboutir, parce que je terminerai là-dessus, et je terminerai sur deux choses. C'est très long, c'est trop long, et j'espère que c'était pas trop saoulant. Deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo ou une série de vidéos dans lesquelles je vous montre, avec des projections sur écran, des exemples de tout ce que j'ai dit et des différents points que j'ai soulevés. Ça, c'est la première chose. La deuxième et dernière chose, c'est par rapport à la question de cette espèce de fantasme, ça va remplacer les traducteurs. Oui, ça remplace déjà en partie les traducteurs, mais ça ne peut pas remplacer totalement les traducteurs, vu qu'il y a cette compétence insuffisante, cette performance insuffisante des logiciels, si aboutis soient-ils. Et puis surtout, qui devenait traducteur avant? Ça, c'est la vraie question. Toutes les personnes qui étaient diplômées, qui étaient titulaires d'une licence de langues étrangères ne devenaient pas traducteurs. Toutes les personnes, voilà, le nombre de traducteurs ou de traductrices à un moment donné dans un pays, de traducteurs et traductrices en activité, n'a jamais été un nombre faramineux non plus. Ça veut donc dire que on devenait traducteur, traductrice après avoir franchi un certain nombre d'obstacles dans sa propre préparation, dans son milieu professionnel, etc. Et donc ça veut dire qu'actuellement, si on est en mesure de dire les personnes qui sortent d'un bac plus 3, je ne parle même pas des masters de traduction à bac plus 5, mais là actuellement les personnes qui sortent d'un bac plus 3 validé en anglais, par exemple, les meilleurs de la promo, et les meilleurs de la promo en traduction notamment, sont plus compétents que les logiciels de traduction automatique. Ça veut donc dire que, voilà, on n'a pas un vivier qui est tous les bac plus 3 en anglais de France qui peuvent devenir traducteurs. C'était déjà pas le cas avant. Donc c'était déjà pas le cas avant. On avait déjà des personnes qui étaient détentrices d'un bac plus 3, bac plus 5 en anglais et qui ne pouvaient pas immédiatement être employées par un éditeur pour traduire des romans, par exemple. Voilà, sinon toutes les personnes qui ont le CAPES seraient capables de traduire, ce qui n'est pas vrai. Et ça n'a jamais été vrai. Il y a plein de gens qui ont un CAPES d'anglais ou même une agrégation d'anglais et qui n'ont pas forcément les compétences ou qui en tout cas peuvent les avoir mais vont être obligés de les développer et vont être obligés de se perfectionner avant de devenir traducteur ou traductrice. Donc ça, et ça c'était déjà comme ça avant les logiciels de traduction automatique. Bon, j'ai parlé longuement, je vais y arriver, pas lentement parce que je parle vite, j'ai parlé longuement et j'espère que c'était à peu près quand même clair ou que les arguments se retrouvent. On en débat en dessous dans les commentaires, sur Twitter, où vous voulez.